Je ne sais pas quelle image vous avez des vieux. Euh, Parfois, on a des préjugés comme ils n'aiment pas la technologie, ils votent pas écolo, on a du mal à les imaginer avoir du sexe ou tomber amoureux. Bref, avec mon invité Nicolas Monet, qui est un sociologue expert des vieux, qui est directeur général d'une association qui s'appelle Silver Valley, qui est le premier écosystème dédié à la longévité en Europe. On va parler justement de tous ces préjugés, de toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir sur les vieux et sur les seniors. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Salut Nicolas. Bonjour. Donc tu as fait pas mal de choses. Toi, tu t'intéresses particulièrement aux seniors. Tu as écrit ce bouquin qui s'appelle Construire la société de la longévité, une opportunité pour le futur, qui a été édité chez Erol. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup, on a cesse de parler des générations Z, génération Y, millennials, on essaye de les séduire, etc. Mais la réalité, c'est qu'en Europe, et en France y compris, on est dans des sociétés plutôt vieillissantes, avec pas mal de vieux, en fait. Et c'est intéressant du coup de focuser sur ces personnes-là parce que on les connaît mal finalement et on a pas mal de préjugés sur elles. D'abord, ce qui peut être intéressant, c'est de définir c'est quoi un vieux exactement. Toi qui es sociologue. Là, on pourrait en parler pendant des heures. Un vieux, d'abord, c'est comme ça qu'on peut se définir soi-même. On ne définit pas quelqu'un en tant que vieux. Moi, je me souviens avoir dit c'est un sale vieux. Ouais, il y a ça aussi, mais des fois les vieux s'appellent eux-mêmes des sales vieux, hein, donc ils ont quand même beaucoup d'humour. Alors là, t'as complètement raison. En tout cas, pour la France, il y a 16 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc c'est des gens... Ils sont très 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 nombreux. Ils vont l'être de plus en plus parce que l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Et ils sont partout. Ils consomment, ils possèdent de l'immobilier, ils votent plus que les autres. Pas écolo d'ailleurs. En tout cas, ils sont un peu partout. Ils s'occupent beaucoup de leurs parents, encore plus vieux qu'eux, de leurs enfants, de leurs petits-enfants même. Et en fait, c'est vraiment... tu dis qu'on les connaît mal, mais en fait, c'est un vrai pilier de la société aujourd'hui. C'est des gens qui tiennent un petit peu la société dans les solidarités familiales, comme on les appelle, mais aussi dans le pouvoir d'achat, dans la consommation, dans la gestion aussi de leur immobilier. Et en fait, ce sont des gens qui sont un peu le ciment de la société. Et tu dis qu'on les connaît mal, donc je trouve ça assez intéressant comme première approche. Bah ouais, on les connaît pas bien finalement. Parce que déjà, moi, je suis pas très capable de dire. J'ai l'impression que quand tu as 60 ans, par exemple, t'es pas vraiment vieux. C'est parce que je vieillis, mais j'ai la sensation, quand je regarde ma mère, qui en a quasi 70. Alors, certes, elle commence à vieillir, mais tu vois, elle fait plein d'activités. Je la trouve pas vieille. Enfin, c'est pas comme ça que j'aurais défini un vieux en étant plus jeune, en fait. Non, bien sûr qu'elle n'est pas vieille, mais surtout si elle ne se sent pas vieille. La question, c'est que pourquoi est-ce qu'on est dérouté par rapport aux vieux, comme tu dis ? On est dérouté parce qu'en fait, en l'espace de 30 ans, il y a eu une révolution complète de ce que c'était qu'un vieux. Justement. Dire que pour des gens entre 35 et 40 ans, comme nous par exemple, qui ont eu des grands-parents qui sont nés entre 1910 et 1930, quoi, globalement, les vieux, ils étaient un peu tous pareils. C'est-à-dire que à 60 ans, ils partaient à la retraite et ils avaient des modes de vie qui étaient très homogènes, quelle que soit leur classe sociale. Ils avaient absolument pas la possibilité de faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis aussi leur santé était constamment menacée. Et surtout, ils étaient des retraités. Donc quand on était retraité, ça veut dire retirés. Ils avaient un statut social un peu à part. Ils avaient terminé de travailler, ils étaient improductifs. Maintenant, il fallait attendre. Et c'est vrai qu'un ouvrier dans les années 60-70 était à la retraite à 60 ans et en général à 65 ans, il décédait. Donc en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça qui fait que c'est difficile aujourd'hui, c'est que en 30 ans, il y a eu une révolution complète de ce que sont les vieux. Et aujourd'hui, une personne de 60 ans n'est pas vieille, d'abord parce qu'elle travaille encore. Peut-être parfois, juste pendant 6-7 ans, elle peut travailler encore pendant 6-7 ans. Parce qu'une personne de 60 ans d'aujourd'hui ressemble à une personne de 40 globalement d'il y a 30 ou 40 ans. Parce que ce sont des gens qui sont complètement digitalisés, à la fois dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre familial. Donc ils ont accès aux mêmes choses que n'importe qui, qu'un
millennials qu'un gamin de 20 ans. Et donc, voilà, ils se rendent bien compte qu'ils vont pas rester retirés dans leur domicile. Donc, et voilà. Et à partir de là, il y a plein de nuances de vieux qui... oui, on pourrait dire 50 nuances de vieux. 50 nuances de gris, pour le coup, ça marche bien. Hein. C'est globalement ça, puisque aujourd'hui, donc, on identifie qu'il y a à peu près 3 générations concomitantes avec des attentes et des spécificités. Effectivement, les 55-65 ans qui sont des très jeunes seniors, d'ailleurs, qui ne sont pas considérés du tout comme des vieux en tant que tels, mais qui vont s'approcher de la retraite, qui souvent s'occupent de leurs parents âgés, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui sont très actifs, à la fois professionnellement et pas forcément professionnellement, qui sont des gens comme tout le monde, consommateurs, digitalisés, etc. Et ensuite, on a les 65-75 ans, qui est une génération vraiment très très différente de toutes les autres, puisque quand on remonte en arrière, ce sont les gens qui sont nés après-guerre, donc on appelle ça les boomers, qui ont quand même globalement mis en avant la notion de contestation et qui ont couru toute leur vie après l'autonomie. Ça veut dire que là, ils ont 75 ans, ceux qui ont 75 ans aujourd'hui, ils vont courir après leur autonomie aussi en tant que vieux. Donc en fait, ce sont des gens qui nous obligent à repenser complètement le parcours en fait des personnes âgées. Ils sont en train de nous challenger complètement comme ils l'ont fait toute leur vie, que ça soit sur le monde professionnel, sur la famille. Ils révolutionnent complètement notre approche. Ça, il y a un chapitre entier qui leur est consacré bien sûr dans le livre. Et après, on a les vieux plus classiques. Hein. Je pense que c'est les vieux auxquels tu faisais référence, en tout cas que quelque part au fond de ta tête tu as, c'est le stéréotype de la personne âgée qui reste à domicile, voilà, la gentille mamie, le gentil papy qui est chez lui, qui fait pas grand chose. Le retraité, ces gens-là sont de moins en moins nombreux. Ils sont très âgés et c'est les retraités classiques, mais en fait ils sont en voie de disparition parce que ils sont en train de disparaître évidemment avec leur âge. Donc rien que ça montre effectivement, on les connaît mal parce qu'il y a une vraie révolution de la seniorité depuis quelques décennies. Et du coup, il y a quelques éléments dont tu as parlé, par exemple l'accès à la technologie, le fait de... Bon, même si par exemple, je crois ma mère qui a un exemple qui fonctionne pour tout le monde d'ailleurs. Mais elle est pas là, ta mère, c'est dommage, on aurait pu... Mais c'est ça, on aurait dû lui demander. Elle n'est pas hyper technophile, mais néanmoins, c'est vrai qu'ils ont quand même accès aux technologies, ils ont envie, c'est aussi un moyen pour eux de rester connectés avec leurs enfants, leurs petits-enfants, souvent qui partent en voyage ou qui vont habiter à l'étranger, ce qui est de plus en plus dans nos générations. C'est quoi les autres préjugés un peu cons qu'on a sur les personnes âgées? Je sais même pas comment les seniors, je sais même pas comment... Il y a plusieurs terminologies. Moi, j'ai trouvé une solution, c'est que je parle des personnes qui avancent en âge. C'est pas mal. Comme ça, du coup, tout le monde est concerné. Oui, ça, tu as raison, c'est un stéréotype qui est très fort, c'est que une personne même de 60 ans, on considère qu'elle n'est pas du tout technophile, alors que il faut quand même imaginer qu'une personne de 60 ans, elle a commencé à travailler dans les années 70, et donc elle a de toute façon été dans le cadre de son travail confrontée à la micro-informatique, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Et donc, elle a évolué avec les technologies, etc. Donc, ce sont des gens qui sont totalement digitalisés. Il y a 84% d'entre eux qui ont accès à Internet. Ils sont 25% à avoir accès à une tablette. Ils utilisent des smartphones, la 4G. Donc, ils sont totalement digitalisés. Et surtout, ce sont aussi des vrais consommateurs, des vrais clients de l'économie collaborative. Que ça soit Airbnb, Blablacar, Courseur, faire les courses pour ses voisins, etc. Ce sont vraiment des gens qui aujourd'hui ont entre 55 et 65 ans qui sont les plus gros clients de ça. Voilà, d'ailleurs des grands groupes comme Airbnb, Google ou même Microsoft s'intéressent de près à ces populations parce qu'elles sont digitalisées et elles vont vieillir avec le digital. Donc ça, c'est effectivement le stéréotype. Les vieux savent pas servir d'un smartphone. C'est pas complètement vrai. Après, il y a un autre stéréotype, c'est les vieux sont riches. Alors, c'est pas complètement faux. Particulièrement en France. Alors, c'est pas complètement faux, mais ils sont pas riches en ce qu'on appelle techniquement en patrimoine liquide. C'est-à-dire qu'il y a 60% de l'immobilier aujourd'hui qui est possédé par des gens de plus de 55 ans. Mais c'est de l'immobilier. Donc, par exemple, si tu as une retraite minimale de 500, 800, 1200 euros, c'est 1253 euros, c'est la retraite moyenne.
Si tu as une retraite moyenne, bah, déjà, tu n'arrives pas forcément à boucler tes fins de mois, mais tu peux être propriétaire d'un appartement dans le 20e arrondissement de Paris, qui était un appartement dans un quartier vétuste il y a encore 40 ans, et qui aujourd'hui est monté à 10 000 € le mètre carré. Donc en plus, tu vas payer des impôts spécifiques, et tu vas avoir des taxes extrêmement élevées, et tu peux pas entretenir ton logement parce que tu n'as pas assez de reste à vivre. Donc ils sont riches d'immobilier, riches de patrimoine immobilier, mais pas riches de patrimoine liquide, de liquidité, c'est-à-dire d'argent disponible. Et ça pose un très gros problème, notamment pour le financement de la dépendance. C'est-à-dire que demain, je ne souhaite pas ça à ta mère, de toute façon elle est trop jeune, mais quelqu'un qui à 85 ans vit en autonomie, qui fait une petite chute bête, ça nous arrive à tous, sauf qu'à 85 ans, on a plus tendance à se casser le col du fémur, et quand on se casse le col du fémur, après on reste pendant 1 mois allongé à l'hôpital, et on perd énormément de muscles, on se dénutrit, etc. Et dans 30% des cas environ, ça va vers la dépendance classique qu'on connaît et qu'on veut tous éviter. Et malheureusement, cette dépendance, chez des personnes qui sont un peu fragilisées, qui n'ont pas beaucoup de moyens, on ne peut pas la financer. Et le seul moyen de financer la dépendance, c'est le patrimoine immobilier, qui parfois est très difficile à vendre parce que c'est long, parce que c'est compliqué. Donc là, il y a des vrais challenges. Donc ça, c'est un stéréotype, les seniors sont riches, oui et non. Et ça pose quand même pas mal de questions et de problèmes. Et puis j'imagine qu'en fonction des zones en France, c'est très différent aussi. Complètement, complètement. Il y a aussi sans doute un stéréotype, alors peut-être, mais sur le sexe et sur la relation amoureuse. Moi, parfois, j'ai des histoires qui me reviennent des personnes qui ont plus de 60, plus de 70 ans, qui tombent amoureux comme s'ils étaient ados. Et je pense qu'il y a aussi ce truc où on n'imagine pas, en fait, quelque part. Alors, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, et tu as tout à fait raison. Donc en France, on a 1 couple sur 2 qui divorce, et quand on a 60 ans, il y a un pic de divorce énorme quand les gens avancent sans enfants. Ah ouais, c'est à 60 ans. Malheureusement, il y a 2 pics très importants, c'est la dépression nerveuse et le divorce, autour de 60 ans. Ce qui est normal, ça correspond à une période de mue identitaire, on pourra en parler après. Mais effectivement, dans ces moments-là, les gens retombent amoureux, et autant sur la partie physiologique, le désir s'arrête jamais, tout comme le rêve ou l'amour, ça s'arrête jamais. Après, physiologiquement, il y a pas mal de changements qui se passent autour de 60 ans, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire l'amour ou autre, mais c'est différent. Ça, c'est différent. Je vais pas faire une exclue ici, mais au mois de décembre, j'ai un autre ouvrage collectif qui sort, et il y a tout un chapitre sur la sexualité des seniors. D'accord. Moi, je serais ravi de venir t'en reparler spécifiquement. Donc effectivement, il y a des changements physiologiques, mais tomber amoureux, c'est pas du tout, il y a pas du tout de restriction. Il y a pas, parce qu'on vieillit, on peut tomber amoureux, effectivement. Et aujourd'hui, une très grosse entreprise comme Mythique a créé en fait un réseau spécifique dédié pour les 50 ans et plus, qui cartonne. C'est-à-dire que ça marche très très bien. On n'attend pas les mêmes choses, et surtout, c'est beaucoup plus direct. C'est-à-dire que, ce que m'expliquaient les gens de chez Mythique, c'est que il y a des matchs, et derrière c'est concret, quoi. Ouais. C'est pas juste prendre un verre, derrière on veut quelque chose, on veut construire quelque chose, et ça va beaucoup plus vite que sur les réseaux millennials, où finalement on est plus dans une recherche un peu compliquée. Les seniors savent exactement ce qu'ils veulent. La sexualité des seniors, elle existe également aussi, et puis même dans les EHPAD, la sexualité chez les personnes dépendantes, elle existe aussi. Il y a des histoires qui il y a la sexologie gériatrique est un peu une nouvelle branche en train de se créer, pour vraiment bien comprendre et pouvoir aussi répondre aux besoins. Quand on est une personne plus ou moins dépendante dans un EHPAD, c'est pas parce qu'on est très vieux qu'on peut pas tomber amoureux et avoir des désirs sexuels. Et aujourd'hui, il faut répondre à cette demande-là. Et il y a pas mal de réflexions aujourd'hui en cours. Heureusement, on évolue beaucoup sur ce sujet-là. Les principaux freins, c'est souvent les familles qui supportent pas cette idée, et c'est normal, parce que... Moi, je pense que c'est normal. Voilà, c'est normal, mais en revanche, ça existe, et t'as tout à fait raison de soulever le sujet. La sexualité et l'amour chez les seniors est un sujet clé, et ils y tiennent énormément.
Et alors, moi, je connais bien la crise de la quarantaine, mais là, tu faisais mention de la crise de la soixantaine. J'en avais jamais entendu parler. Alors, c'est quoi cette mue La mue identitaire. Alors ça, c'est des travaux dont je fais état dans le livre, chapitre 2. C'est un travail de recherche qui a duré 5 ans, qui a été financé par des gros acteurs privés et des collectivités et aussi des grandes administrations. Et en fait, l'étude a montré sur 2000 personnes que, alors c'est très précis, hein, c'est 59,8 ans. C'est en France. En France, ouais, ça c'est vraiment français. C'est ce qu'on appelle la mue identitaire. Donc c'est vraiment une période de redéfinition de soi. Alors à 58,8 ans, ou enfin bon, le chiffre exact m'échappe, mais bon, en gros globalement 59 ans. Globalement à 59 ans, en fait on n'est pas vieux bien sûr, mais on est confronté au vieillissement, non pas pour soi forcément, mais parce qu'on est avec ses parents âgés. Ouais. Ses parents deviennent. On a des parents qui sont très âgés là. Ils rentrent dans la dépendance. Hein. L'âge moyen de la dépendance c'est 83 ans. L'âge moyen d'entrée en EHPAD c'est 89 ans. Donc une personne qui a 60 ans, elle a de fortes chances que son parent soit dans ces moyennes-là. Donc elles sont confrontées au vieillissement par l'intermédiaire des parents. Et elles sont aussi en plein questionnement parce que même si elles n'ont pas quitté le monde professionnel, elles voient bien que c'est la fin de leur carrière aussi. Bien sûr. Voilà. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, les enfants partent pour les couples hétérosexuels avec enfants, etc. Les enfants partent de la maison, il se passe des choses, le travail est moins lourd, etc. Donc il y a une redéfinition de pas mal de choses. Et c'est une grosse crise en fait. C'est vraiment une grosse crise. Et toutes les personnes qu'on a pu interviewer, notamment des femmes qui en parlent beaucoup plus aisément, elle les explique que c'est comme une crise d'adolescence qui est très qui est forte quoi. Elles se redéfinissent et à partir de ce moment-là, et ça peut durer 3, 4, 5 ans hein. Ça peut durer 3, 4, 5 ans. Ça veut pas dire qu'on fait une dépression, que c'est l'horreur. Mais en tout cas, ce sont des moments de questionnement qui sont pas forcément négatifs, mais qui vont déboucher sur un nouveau choix de vie. Donc tous les seniors que moi je continue d'interviewer dans le cadre de Silver Valley, eux disent que c'est à 64 ans qu'ils se sont sentis vraiment des seniors. Parce que être vieux, en fait, ça s'apprend. Parce qu'il faut quand même imaginer, tu parles de la crise de la quarantaine, mais quand tu as 60 ans, il te reste pour une femme 24 ans d'espérance de vie. Donc il te reste 24 ans de vie sans travail. Donc ça pose beaucoup de questions. Et c'est à ce moment-là que tu vas faire des choix pour ta vie future, pour ton nouveau projet de vie. Et ça s'apprend. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas accompagnés par les stages de maturité, par les entreprises, ils considèrent qu'ils ont mis 4 ans à peu près à savoir ce qu'ils voulaient, savoir qui ils étaient. Parfois, ils ont été un peu en profondeur aussi sur eux-mêmes. Et ils ont peut-être parfois fait une dépression, mais c'est pas forcément négatif. Donc il y a une vraie grosse crise qui va redéfinir et définir les contours de la vieillesse qu'on a choisie. C'est marrant parce que tu sais, j'ai reçu sur ce podcast Parla Servan-Schreiber qui parle de la beauté d'être une vieille. En l'occurrence, elle n'a pas peur d'utiliser le mot, elle a 76 ans, je crois, de mémoire. Et ça la dérange pas, et même elle est contente d'être une vieille. Et elle a plein de conseils. Et ce que j'ai trouvé très touchant et en fait intéressant, c'est qu'évidemment mon podcast n'est pas forcément écouté par des seniors, mais par beaucoup de gens entre 25 et 35 ans qui ont été extrêmement touchés par le discours de Parla justement sur comment bien vieillir, etc., etc. Donc en fait il y a quand même une connexion qui se passe entre les générations qu'on avait perdue, je crois, au XXe siècle et qui est en train de se rejouer. On a voulu mettre beaucoup de distance avec les familles nucléaires et compagnie. Et j'ai la sensation que, un petit peu à l'instar de ce qui se passe au Brésil ou dans d'autres pays, finalement on reconnecte avec ces familles. Non, t'as pas l'association que c'est un mouvement qui est en train de se faire? En tout cas, ça c'est ce qu'on doit souhaiter. Parce que justement, effectivement, Parla Servan-Schreiber apporte énormément dans ce discours, parce que c'est très important que des gens qui soient visibles et médiatiques expliquent en fait ce qu'ils vivent. Et heureusement, ils sont de plus en plus à le faire et qui expliquent un petit peu là-dessus. Dans la même veine, on a aussi Marie de Henzel qui parle justement de l'intériorité. C'est-à-dire qu'en fait, certes, parfois, et encore, on est un peu limité dans les actions physiques qu'on peut faire, parce que la sénescence, donc le vieillissement naturel, va faire que on peut moins faire du vélo, du bateau, du tout ce qu'on veut. C'est électrique. Voilà, exactement. Il faut faire un peu attention parce que les os se cassent plus facilement, mais ça c'est juste naturel. Ça commence très jeune de toute façon.
Et elle explique, Marie de Henzel, que justement l'intériorité, la vieillesse, c'est un moment d'intériorité extrêmement intense où on va pouvoir aller chercher des nouvelles émotions, des nouveaux territoires de sa singularité, de soi. Et ça, c'est un message qu'il faut vraiment porter. Alors aujourd'hui, c'est pas accessible à tous dans le sens où faire une psychothérapie intensive, voilà, c'est pas possible encore pour tout le monde, mais effectivement, il faut le souhaiter. Et c'est très important que des gens prennent la parole sur le sujet. Et le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de liens qui sont en train de se créer entre les générations. Tu as tout à fait raison. Et il faut quand même savoir qu'entre des personnes âgées entre 75 et 85 ans et leurs petits-enfants qui ont 20 ans, il y a beaucoup plus de points communs qu'avec leurs propres enfants. Pourquoi ? Parce que des personnes âgées, là on parle vraiment des gens qui sont très âgés, elles ont vécu dans un environnement plutôt frugaliste et elles sont en fait intrinsèquement sensibilisées à l'environnement, à l'écologie, au recyclage des déchets, à l'économie circulaire, parce qu'elles ont vécu dans un environnement où en fait on grattait le papier du beurre parce que sinon on pouvait plus en avoir à la fin de la semaine. Et les plus jeunes, et là on le voit bien avec les mobilisations sur les jeunes sur l'écologie, ils ont la même sensibilité. Donc là il y a des points communs entre les générations qui sont en train de se créer et des choses très fortes qui sont en train de se faire. Là où les enfants qui sont au milieu en fait finalement entre leurs parents et leurs propres enfants sont des gens qui sont issus de la société de consommation, la société d'abondance, contre laquelle je pense qu'il faut lutter considérablement là en ce moment. Et donc du coup les grands-parents et les petits-enfants se retrouvent sur des sujets qui sont des sujets d'avenir. Et dans mon livre, je parle beaucoup de ça. J'ai un chapitre entier, c'est le chapitre 3, qui dit que les vieux sont le préfigurateur de notre futur. En fait, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que, alors, je faisais la blague tout à l'heure, enfin une blague, mais c'est vrai que les vieux votent pas écolo. En même temps, je pense que dans leur psyché, c'est pas vraiment un parti, l'écologie. En tout cas, ce que je remarque, c'est que la manière dont on décrit le futur et la manière dont on doit vivre, c'est effectivement la manière dont on vivait avant 1950 finalement, c'est-à-dire avec des travaux où on faisait des choses à la main, où on était dans cette frugalité, dans le contentement, et où finalement les gens n'étaient pas plus malheureux. Alors, toutes choses égales par ailleurs, mais néanmoins, parce que je ne voudrais pas qu'on comprenne mal ce que je veux dire, mais effectivement, il y a un retour à ce mode de vie. Et ça, c'est vachement intéressant ce que tu décris. J'aimerais bien que tu en parles un peu plus du coup sur comment ça peut être le futur. En fait, alors ils sont préfigurateurs du futur pour plusieurs raisons. Alors l'écologie c'est un sujet, j'y viens après, mais ils sont préfigurateurs du futur parce qu'en fait ce sont des gens qui sont en train d'inventer, là je parle des jeunes vieux, pas forcément des gens qui ont plus de 85 ans, qui sont les vieux classiques, pour reprendre ce qu'on disait au début, mais les jeunes vieux en fait ils sont en train de, comme ils ont 24 ans d'espérance de vie, qu'ils ont travaillé, certains aussi ont été licenciés, donc ils ont arrêté de travailler finalement à 55 ans, et en fait ils sont dans une société du temps libre. Et c'est la société vers laquelle on va. Alors, il y a plein d'études, mais moi, il y a une étude qui m'a marqué, que je cite également dans le livre. Il y a 42% des métiers du tertiaire qui vont disparaître dans les 30 ans à venir parce qu'ils vont être automatisés. Donc, ça veut dire qu'il y a... Et on est quand même 67 millions et il y a un accroissement démographique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être au chômage, mais en fait, ce chômage, c'est juste le fait qu'on ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire qu'on est exclu de la société, c'est qu'en fait, peut-être que demain, dans 30 ou 40 ans, ou même moins d'ailleurs, on aura donc des gens qui travailleront un petit peu, qui feront d'autres choses, qui auront des périodes de travail, des périodes d'études, des périodes d'oisiveté, au sens positif du terme. Et en fait, les vieux sont en train d'inventer ça, c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui ont des petites retraites, ils vont se débrouiller pour avoir des compléments de revenus. Donc, ils vont faire, par exemple, la semaine type du vieux de demain, c'est pendant 2 jours, je vais faire du Airbnb, du courseur, du Blablacar, et je vais me faire donc dans l'économie collaborative des compléments de revenus. Pendant 2 autres jours, je vais me reposer tranquille, ou voir ma famille, ou m'occuper éventuellement de mes enfants et mes petits-enfants, si je le souhaite, parce que ils sont pas obligés de s'occuper de leurs petits-enfants. Il y a une injonction aussi sociétale à ça et ils le vivent pas forcément très bien. Et puis après, j'ai envie de faire du bénévolat, j'ai envie de faire d'autres choses ou me faire plaisir, etc. Donc ça, c'est déjà le mode de vie sur une société avec le travail rare. Et aujourd'hui, les vieux sont en train de préfigurer ça, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent pour nous à ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Et ensuite, le deuxième point sur les modes de vie frugaux. Alors là, du coup, on s'intéresse aux gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont vécu pendant la guerre et qui toute leur vie, en fait, ça c'est incroyable. Hein. Moi, j'en ai rencontré
plusieurs centaines des gens, même au domicile, etc., pendant toute leur vie, même s'ils avaient les moyens, etc., ils sont restés dans la frugalité. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est en train de nous montrer le chemin de ce que nous aussi on doit faire par rapport à la consommation, par rapport à autre chose. Donc c'est aussi une préfiguration d'un futur qui est à la fois souhaitable, bien sûr, mais qui est un futur concrètement obligatoire, quoi. Je veux dire, on est obligé d'aller vers là. Toutes les études aujourd'hui le montrent, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il n'y a pas trop de doute. Mais en fait, je pense que des personnes l'ont aussi vécu. Moi, je l'ai vécu avec mes grands-parents, par exemple. C'est-à-dire où il fallait manger le gras du jambon, etc. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais pendant la guerre, etc. Alors moi, quand j'étais enfant, évidemment, ça me saoulait prodigieusement qu'on me dise ça. Mais en fait, quelque part, ils avaient raison. C'est-à-dire, en fait, dans la démarche, en tout cas, c'était ça. C'est-à-dire, oui, mais tu te rends pas compte pendant la guerre, etc. etc. Et on va vers là. Sur les déchets, sur l'autoproduction, sur la conservation, sur le fait de faire les choses soi-même. Évidemment, il y a beaucoup de générations. Alors, les bobos, moi je trouve ça très bien, les bobos, heureusement qu'ils existent. Les bobos qui font du vélo, du do-it-yourself, qui utilisent du papier, enfin du tissu à la cire d'abeille pour éviter les films plastiques, etc. C'est des choses évidemment qui étaient faites par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qu'aujourd'hui on retrouve. Et d'ailleurs, il y a donc dans les activités intergénérationnelles, je pense au talent d'Alphonse, qui est une start-up d'économie sociale et solidaire, toutes ces instances en fait qui créent du lien intergénérationnel en dehors de la famille, qui est très important, le lien intergénérationnel en dehors de la famille, parce que il se passe beaucoup de choses. Moi, je milite vraiment pour ça. Évidemment, c'est des discussions que les gens ont. Comment faire un potager, comment tricoter, comment faire ses vêtements soi-même, comment conserver la nourriture, comment échanger des recettes de cuisine, etc. Comment accommoder les restes. Ça, c'est des discussions que nous, on a vues dans nos études, qui faisaient en sorte que les générations se rejoignaient et en construisant un futur souhaitable. Et qu'est-ce que tu penses j'ai vu ça passer, du mix entre les EHPAD et les crèches? C'est-à-dire de dire, on va permettre aux vieux de prendre soin des enfants, et en même temps, ça fait du bien aux enfants, et en même temps, c'est une charge aussi de travail, quelque part. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Mais il y a d'autres personnes qui disent, oui, mais attention, parce que les vieux, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'occuper des enfants? Enfin, il y a vraiment des réflexions sur ce sujet-là. Je sais pas si tu as non, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont envie de s'occuper des enfants? Moi franchement, quand j'aurai 90 ans, si je suis dans un EHPAD, j'ai pas envie d'être avec des enfants qui crient, voilà, moi je suis pas complètement à l'aise et j'ai pas envie de m'occuper d'enfants. Donc la question d'abord qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont envie? Parce que même à 90 ans, avec des troubles cognitifs, on a quand même des envies, et faut pas oublier qu'on a une singularité, une psychologie, qu'on est quelqu'un, on vient de quelque part, tu as toute une vie derrière, et donc tu restes la personne que tu as été, même avec des troubles cognitifs. Donc la première question à poser, c'est est-ce qu'ils ont envie? Ensuite, s'ils ont envie, c'est très bien. Moi, les projets qui sont dans cette veine-là, c'est très encadré. Hein. C'est pas, on laisse pas des personnes âgées dépendantes avec des enfants. Il y a des activités en commun. Il y a des liens intergénérationnels qui sont provoqués par des animateurs. Il y a du personnel médical. Il y a du personnel de la petite enfance. Enfin, c'est très encadré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dès lors que les personnes ont envie. Oui, c'est très bien aussi pour les enfants parce que ça les habitue en fait à dédramatiser les signes extérieurs de la vieillesse qui peuvent parfois être troublants. Des gens qui sont rapetissés, qui sont dans des fauteuils, donc ça dédramatise cette partie-là. Et puis un élément économique à pas négliger, je pense que ça fait partie des choix, c'est qu'en fait ça permet aussi d'occuper des mètres carrés dans les résidences, enfin dans les EHPAD, ce qui est très bien parce que ça rentabilise aussi l'ensemble du système. Moi, je suis plutôt favorable à ça, avec vraiment le bémol, encore une fois. Est-ce que vous, monsieur ou madame machin, vous avez envie? Voilà, ça ne doit pas être une activité évidemment obligatoire, mais c'est pas le cas, évidemment. Il faut toujours penser à l'envie de la personne, tout comme nous, à 40 ans, on a des envies, on sait ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Et quand on a 90 ans, même avec un fauteuil roulant, un déambulateur et des troubles cognitifs, on a toujours des envies, et on a toujours une singularité, il faut jamais l'oublier. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont entre 25 et 35 ans sur les vieux, si tu devais résumer comme ça, ou un truc important qui te semble, une remarque qu'on te fait régulièrement? J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas que leurs grands-parents qui existent dans leur petit monde, en fait,
plutôt individualistes, hein, c'est pas de leur faute, mais comme tu parlais tout à l'heure de famille nucléaire, c'est une expression qui était utilisée dans les années 70 pendant les 30 Glorieuses, la société de consommation, la société pavillonnaire, etc., où on s'est beaucoup refermé en fait sur nos familles. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas que leurs grands-parents qui existent et qu'il y a plein d'autres vieux en fait qui sont tout aussi intéressants que leurs grands-parents et vont pas leur apporter les mêmes choses. Et que surtout la société de la longévité, parce que le livre c'est construire la société de la longévité, ça les concerne particulièrement eux, parce qu'une jeune fille qui est née en 2000, elle a énormément de chances de finir centenaire. Donc en fait, il faut qu'elle pense aussi à ce sujet-là, qu'elle puisse observer, qu'elle puisse comprendre ce que c'est que le vieillissement, préparer son propre vieillissement, pour pouvoir se prendre en charge, pouvoir décider de ce qu'elle va faire, de pouvoir choisir son projet de vie, s'insérer dans la société. Donc ouais, si j'ai un truc à leur dire, c'est vraiment, il n'y a pas que vos grands-parents. Et regardez, il y a plein de choses qui existent qui vous permettent d'être en contact avec des personnes âgées. Et même dans votre entreprise, la vieille comptable au fond du couloir qu'on attend, on attend sa retraite parce qu'elle coûte trop cher à licencier, et ben en fait, elle a des trucs à dire sur le travail, sur l'entreprise, sur le passé. Et tout ce travail en fait de transmission, en fait, c'est juste la culture, quoi. Même dans le livre, moi, je vais encore plus loin. On parle de civilisation, c'est-à-dire que la transmission de la mémoire à l'oral de génération en génération, c'est comme ça que la civilisation se fait, que la transmission se fait. Et il n'y a pas que la grande histoire, il n'y a pas que les résistants, il y a aussi une personne qui a vécu une personne qui a vécu les débuts de l'hypermarché, le compte en banque pour les femmes, qui a modifié des choses dans sa petite vie. Ben ça, c'est aussi l'histoire, c'est aussi super important, c'est super riche. Et en fait, ça permet aussi de comparer, de voir. C'est une source de culture et de savoir aujourd'hui qui est extrêmement profonde. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et c'est comme ça c'est comme ça que les vieux que je rencontre quasiment au quotidien dans mon travail ont envie de participer à la société. Ils ont un désir de transmission, mais de transmission de ce qu'ils sont eux. Ils ont envie de donner, c'est une richesse immense en fait que leur histoire. J'ai vraiment envie que ça puisse se faire et qu'on puisse comprendre que c'est une vraie richesse pour pouvoir comprendre dans quel monde on vit par comparaison à ce qu'ils ont vécu. Donc la transmission de leur histoire, même si c'est leur petite histoire personnelle, elle est fondamentale. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à un podcast qui s'appelle Vieille Branche et qui fait parler des vieux, justement, typiquement. Ce podcast s'appelle Vlan. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Je dirais que je veux claquer la porte aux stéréotypes dont on a parlé, tout simplement. C'est un peu bateau, mais la réalité, c'est que moi, j'ai presque pas eu de grands-parents. Enfin, je les ai quasiment pas connus. J'ai jamais été confronté aux personnes âgées dans mon enfance. Et aujourd'hui, grâce à Silver Valley, à l'Open Lab qu'on a fait, qui est un observatoire sociologique permanent, il y a près de 10 000 personnes qui sont impactées par nos actions, qui ont entre 60 et 90 ans. Quand je vois le désir de ces gens-là de participer à la société, de transmettre, de nous apprendre, de nous écouter, d'apprendre de nous aussi, c'est pas que dans un seul sens. Je me dis, mais arrêtez de stigmatiser les vieux ou de penser que ils sont has-been ou qu'ils sont dans un coin et qu'il faut les y laisser. Donc vraiment, je pense que cette société de la longévité, une société pour tous les âges, une société inclusive, là, on peut le faire, quoi. Donc, allons-y. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.